On va racler les fonds de cuvettes en parlant de gens vraiment paumés, au cerveau matrixé par le néonazisme et l'antisémitisme, qui se retrouvent armés jusqu'aux dents par l'OTAN, à qui on donne des missiles de longue portée, des chars et tout, et qui vont se battre en Ukraine pour défendre l'Occident face, je sais pas, à la menace. C'est le temps de faire une petite plongée sur comment, pourquoi, quel rôle ils ont, quel pouvoir ils ont en Ukraine, pourquoi est-ce qu'on les arme, et quel est le risque de filer des missiles à ces mecs. En fait, c'est un truc dont on parlait beaucoup au moment du coup d'état du Maïdan à Kiev en 2014. Tous les médias occidentaux et mainstream parlaient de ça, disaient ah oui c'est vrai qu'il y a eu un coup d'état fasciste en Ukraine, c'est quand même chaud. Ils montraient clairement, genre il y avait des docus de France 24, de Canal+, un super docu de Canal+, que je vais vous montrer là, on n'aura pas le temps de le regarder en entier mais on va quand même faire un petit tour dessus. Il y avait la BBC, des docus de Vice et tout, tout le monde parlait de ça. Et donc il y a plein de documents qui racontent ce qui s'est passé à ce moment-là et le pouvoir qu'ils ont pris lors du coup d'état du Maïdan en Ukraine, soutenu par l'OTAN, l'Europe, etc. Et depuis que la Russie est entrée dans le jeu là, en 2022, et depuis que l'OTAN aussi est rentrée dans le jeu et a déversé des sauts de milliards de dollars et d'armement sur le pays, là tout d'un coup, on peut plus parler de ça. On voit bien que on n'en parle plus nulle part et j'ai quelques exemples vraiment marrants à vous montrer, où on sent qu'il y a quelque chose qui a changé quand nous, on est rentré en guerre. Et les mêmes types, les mêmes crânes rasés que je vais vous montrer là, les mêmes drapeaux de néo-nazis qu'on voyait à l'époque, on les voit aujourd'hui, mais les titres ils sont différents, ils sont écrits, genre sur BFM c'est écrit avec un point d'interrogation, genre qui sont ces personnages cagoulés, controversés. On parle plus de néo-nazis antisémites, on parle des suprémacistes, des patriotes, parce qu'évidemment, l'armée française et surtout l'armée américaine est engagée dans cette guerre et donc ils doivent soutenir ces mecs parce que c'est une guerre par proxy entre grandes puissances. Et c'est encore une fois le peuple ukrainien qui en prend plein la gueule. Voilà, donc c'est parti, on peut commencer avec... donc j'ai essayé pour que ce soit clair et pour pas me faire entuber par de la propagande dans un sens ou dans l'autre, parce que croyez-moi sur internet en ce moment c'est vraiment la chienlit pour comprendre ce qui est vrai, ce qui est faux. On en a parlé la semaine dernière avec des fake news dans tous les sens, des montages vidéo, donc c'était vraiment dur pendant une semaine. Donc j'ai sélectionné que des trucs mainstream, confirmés par des gens sérieux, et donc on va commencer par le titre de l'émission, hein, qui est « Est-ce que les États-Unis sont en train de refaire un nouvel Afghanistan en Ukraine ?» Et par un nouvel Afghanistan, je sais qu'il y a des jeunes ici, donc ils voient pas trop de quoi je veux parler. Jusqu'à à peu près les années 80, c'était la guerre froide, il y avait le camp du monde libre, entre guillemets, et en face le camp soviétique, allez, grosso modo, et tous ces satellites. L'Afghanistan avait une république socialiste, comme beaucoup de pays du coin, et il y a commencé à avoir, il y avait des révoltes de féodaux, les islamistes, etc. Et les ricains se sont dit, et si on armait ces mecs, si on les soutenait par des milliards de dollars, si on leur déversait des missiles gratos, des véhicules de guerre, etc., peut-être qu'on pourrait affaiblir l'URSS. Hein. Ça, c'est toute l'histoire de la guerre froide. Et donc, là, on voit Ronald Reagan avec des dirigeants, des seigneurs de guerre talibans. Et donc, il lance l'opération Cyclone. Donc le programme afghan est le nom, souvent donné dans la littérature, à l'opération secrète de la CIA qui consistait à armer les moudjahidines afghans opposés au gouvernement communiste afghan, ce dernier étant soutenu par l'URSS. Cette opération, dont le nom de code semble avoir été Opération Cyclone, fut lancée par Jimmy Carter en 1979 et ne s'arrêta que le 1er janvier 1992 sous l'administration George Bush. Là, c'est un moudjahidine afghan équipé d'un lance-missile sol-air Strela 2 soit récupéré sur les forces soviétiques ou gouvernementale afghane, soit acheté par les fonds provenant de la CIA dans le cadre du programme afghan. Il faut bien comprendre, par ce parallèle entre l'Afghanistan et l'Ukraine, ce que je veux dire, c'est que les Américains, la superpuissance américaine et ses vassaux sont capables, pour déstabiliser un pays rival, à l'époque l'URSS, aujourd'hui la Russie et la Chine, on a parlé de Taïwan il y a quelques semaines, ils sont capables d'armer des maboules ultra dangereux chez les voisins de ses rivaux. Donc à l'époque c'était les talibans, aujourd'hui des néo-nazis bandéristes en Ukraine, à ruiner des pays. Et ceux qui payent le prix de ce jeu d'échecs, évidemment, c'est les populations qui vivent dans la terreur, comme j'ai dit en début d'émission. Je vous conseillerais plein de documentaires qui racontent la vie des civils dans les décombres du Donbass tout au long de ce stream, et à qui on interdit en plus de faire la paix. On peut commencer par... On va revenir aux origines
du danger des néo-nazis en Ukraine par ce super docu qui date de 2015. Les gens qui ont fait ça, c'est les gens de première ligne, c'est-à-dire c'est eux qui étaient là pour filmer les attentats de Charlie Hebdo et en fait leurs locaux ils sont à côté. Et c'est les journalistes qui ont pignon sur rue, hein, c'est pas des conspis pro-russes. Hein. Le discours des médias français, depuis l'entrée en guerre de la France en fait, a carrément changé. Mais celui-là, il raconte ce qui s'est passé au moment du coup d'État. La révolution ukrainienne, je l'ai vue un peu comme tout le monde, depuis ma télévision. Comme tout le monde, j'ai éprouvé de la sympathie pour ces hommes et ces femmes qui occupaient la rue nuit et jour, en plein hiver. Ils voulaient rejoindre l'Europe, s'éloigner de la Russie. Ils espéraient le départ du président corrompu, Yanukovych. Ils en espéraient plus de justice, moins d'inégalité. Une image m'avait frappé. Une diplomate américaine était venue leur offrir des petits pains. Le monde libre et ses caméras étaient du côté des insurgés. Quand les affrontements avec la police avaient éclaté, j'ai admiré leur courage. Finalement, ils avaient gagné. Donc là, on est en 2014. Yanukovych, le président pro-russe, est parti. Il faut aussi revenir sur le fait que l'Ukraine, depuis la fin de l'URSS, parce que c'était une des républiques socialistes de l'URSS, elle est déchirée en fait entre être dans la sphère économique, etc. de la Russie, parce que bon, bah en fait, on va le voir dans ce document, il y a un bon tiers des Ukrainiens qui parlent que russe en fait, et l'Union Européenne qui essaie de s'agrandir jusqu'aux frontières de la Russie. Et donc du coup, Yanukovych, il avait refusé de signer un accord commercial avec l'Union Européenne, et ça avait... c'était parti sur ces émeutes sur la place Maïdan, une place centrale à Kiev, jusqu'à ce qu'il soit renversé. Il faut bien voir aussi que l'Ukraine, un peu comme toutes les républiques socialistes qui sont passées au capitalisme brusquement, enfin, même si bon, c'était pas vraiment le communisme sous l'URSS, mais il y a quand même un gros changement, avec une grosse privatisation de tous les secteurs. À partir des années 90, c'est des pays qui ont été pillés par des plutocrates, par des oligarques, des mecs se sont tout appropriés, les mafias ont commencé à s'organiser de partout pour grappiller tout ce qu'ils pouvaient, c'est devenu grave violent, grave corrompu. Mais alors, d'où me venait cette légère impression de m'être fait avoir ? Après la Révolution, les détails qui m'avaient perturbé sont devenus plus visibles. Des détails passés inaperçus dans la chaleur du moment. Pas grand-chose. L'allure des émeutiers les plus farouches. Ces symboles mystérieux qui flottaient ici ou là. Une main jaune. Une drôle de croix. Et un trident rouge et noir. T'as le trident comme ça là, il est pas rouge et noir, mais c'est devenu le logo de l'armée ukrainienne en fait. Qui étaient ces gens masqués ? Qu'étaient-ils devenus maintenant que les caméras avaient quitté l'Ukraine ? Est-ce que l'histoire était vraiment finie ? On regarde 5-6 minutes de ce truc, et après on passe à autre chose, mais c'est vraiment très très intéressant. Les premiers que je vais rencontrer sont les miliciens du secteur droit. Nous sommes à 800 km, au sud de Kiev. La révolution est terminée depuis 18 mois. Les miliciens viennent de prendre le contrôle de la frontière entre l'Ukraine et la Crimée. Déchargé ? Vous avez le droit de me demander ça ? On peut appeler la police si tu veux. Plus aucun camion de ravitaillement ne peut passer. Des centaines de véhicules sont bloqués sur des dizaines de kilomètres. Le secteur droit s'est arrogé le droit d'affamer la Crimée. Le nouveau président, Porochenko, et son premier ministre, le jeune banquier Yatsenyuk, sont des vétérans de la politique ukrainienne. Quoi de neuf alors ? La nouveauté, c'est un gouvernement qui a coupé ses liens avec la Russie et s'est tourné vers les Américains. Symbole de ce rapprochement, la ministre des Finances, Nathalie Yaresko, c'est une ancienne diplomate américaine. Elle a dû se naturaliser ukrainienne pour prendre ses fonctions. D'un côté, il y a des groupes néo-nazis qui se sont armés à ce moment-là et qui ont vraiment pris le contrôle concret du pays. Et il y a un gouvernement un peu fantoche qui a été mis en place avec carrément des agents américains dans le gouvernement, et pas que elle, hein, il y en avait d'autres. Genre, ils sont allés chercher des mecs de Géorgie, ils leur ont fait changer de nationalité, etc. Enfin, avec des conseillers de la CIA partout.
Mais c'est quand même un gouvernement d'un pays où l'État est quand même assez faible, quoi, comme je vous ai raconté. Et du coup, le contrôle concret du pays, il est laissé à des bandes armées néo-nazis. Les États-Unis sont un des plus grands alliés de l'Ukraine dans son combat pour la liberté et l'indépendance. Et du coup, ça devient des fantoches pro-américains. Mais le plus frappant dans la nouvelle Ukraine, ce sont les portraits de ces hommes, le long des rues. Ceux qu'on appelle les héros. Souvent membres des milices paramilitaires, ils ont permis le changement de régime. Il y a les morts et puis il y a les vivants. Certains s'affichent sur des panneaux publicitaires géants pour les élections. Les milices sont devenues une force médiatique et politique. Les gens qui parlent la langue des Ruskov sont des abrutis, des merdes, et il faut les détruire. Et on voit qu'ils s'en prennent à mort aux Ukrainiens qui parlent russe. Ta tête, t'as pas l'air très ukrainien. Faudrait voir qui sont tes ancêtres. Enfin, vous voyez le genre de mecs qui sont aux manettes depuis 2014. Donc là, les mecs qui font office de police, ils ont des camps d'entraînement. J'ai rendez-vous dans une des casernes du secteur droit, en banlieue de Kiev. Surprise. Dans le camp, il n'y a pas que des Ukrainiens. Ce jeune homme masqué est français. Vous vous masquez, pourquoi? Pour ma sécurité et la vôtre, en un certain sens. Bien, pourquoi? Vous voulez pouvoir revenir en France rapidement? Voilà. Moi, j'ai ici pour développer mes compétences, on va dire. Vous voulez aller vers quelle spécialité? Moi, je pencherais plus pour sniper. C'est efficace. Vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi de venir ici? Pour défendre ma terre, dans un certain sens. Si les Russes réussissent à rentrer en Ukraine, il y a de fortes chances que ça finisse comme dans le passé, que ça continue d'avancer et d'arriver jusque chez nous. Est-ce que la Russie a déjà envahi l'Europe et attaqué la France? Je vois pas ce qu'il veut dire. Empêcher les Russes d'envahir la France. Le français masqué parle comme un film d'archives en noir et blanc. Comme ceux de la Deuxième Guerre mondiale qu'ils aiment regarder avec ses amis dans la salle de télévision. Leurs chefs leur ont donné pour consigne de rester discrets sur leurs opinions politiques, surtout devant les journalistes. Mais, à certains détails, si on est observateur, on peut les deviner. Je suppose que Mussolini, c'est pas votre vrai nom. Ah merde, j'ai oublié de l'enlever. Putain, Non, c'est pas mon vrai nom, mais bon, c'est pas grave. on oublie toujours un détail. Un des discours de Pravi Sector. Combattants du secteur droit, ce n'est que le début. La renaissance de l'Europe commence avec notre Maïdan. Contre la démocratie marginale et corrompue. Contre la dégénérescence et le libéralisme totalitaire. Pour la morale nationale et les valeurs familiales. Pour une jeunesse saine de corps et d'esprit. Ils sont chauds, ces nazis. Contre le culte du gain illicite et de la débauche. Contre Shakira. Contre toute forme d'intégration qui serait imposée à l'Ukraine. Pour l'unité et la grandeur de la nation ukrainienne. Bon, pour une grande... Extra flippant, d'accord, je pense qu'on peut passer sur ces mecs extra flippants. Le trident du secteur droit n'était pas l'unique symbole troublant qui venait parsemer les images de la révolution Maïdan. Aux côtés de leur drapeau rouge et noir surgissaient les bannières jaunes et bleues de la brigade Azov. Le drapeau rouge et noir, on y reviendra plus tard, c'est un drapeau de collabo nazi de la Seconde Guerre mondiale. Eux aussi saturaient Internet de leurs vidéos guerrières et ce fameux signe qui m'intriguait sur leur brassard. Il ressemble furieusement à celui de la division SS Das Reich, qui a massacré des civils de l'Ukraine jusqu'à Oradour-sur-Glane. Leur porte-drapeau aussi s'inspirait des nazis. Sur Internet, des photos se multiplient, inquiétantes. La plupart ont sans doute été postées par les officines de propagande de leur ennemi russe. Mais elles semblent authentiques. J'ai retrouvé le bataillon Azov, au nord de Kiev, dans une usine abandonnée. Pour résumer grosso modo, on a un pays avec un des gouvernements les plus fragiles et corrompus d'Europe, depuis la fin de l'URSS. Hein. On a une perfusion des États-Unis, avec l'investissement militaire massif, et même carrément des membres du gouvernement ukrainien qui sont placés par des Américains. On a
l'OTAN évidemment qui fait ça et qui sait pertinemment ce qui se passe, hein, et ils s'en foutent parce que le seul intérêt pour eux c'est de grappiller du terrain sur les pays de l'ex-URSS. Et au milieu de ça, il y a des milices néo-nazis qui ont pris le contrôle concret du pays et qui sont même intégrés dans les institutions et dans l'armée en fait, directement. C'est-à-dire le bataillon Azov que vous voyez là, maintenant ils font partie de la garde nationale ukrainienne. Ils sont armés par l'État ukrainien et qui tiennent la population russophone sous pression en mode nationaliste anti-russe quoi. Là c'est un truc de la BBC au moment du Maïdan. Je vais vous traduire en anglais en direct, mais bon, la révolution entre dans une nouvelle phase. Au milieu des fleurs et des enfants, des flashs de quelque chose de plus sinistre apparaissent. Des groupes d'hommes armés se baladent avec une iconographie douteuse. That yellow armband is a Volksangle, a German symbol used by several SS divisions during the Second World War. The people who brought down the government were overwhelmingly ordinary Ukrainians. Les gens qui ont abattu le gouvernement sont majoritairement des Ukrainiens normaux, lambda, étudiants, travailleurs, mais les plus organisés et les plus efficaces, oh putain, une masse d'armes, sont des mecs d'extrême droite. C'est ce qu'on voyait le plus dans la confrontation avec la police. Là, il a un bouclier écrit SS avec le trident, hein. On leur demande quelles sont leurs idées politiques. Le national-socialisme est assez populaire parmi nous. Il dit pas comme sous Hitler, mais à notre propre manière, un peu comme ça. Et je lui demande, et qu'est-ce que tu penses de la Crimée où les gens ont une proximité plus avec la Russie? Ceux qui aiment la Russie, qui partent en Russie. L'Ukraine doit juste être aux Ukrainiens. Ça me rappelle quelque chose. Police have largely disappeared from the streets of Kiev. Law and order is maintained by so-called self-defense groups. Dans une ville où la police a largement disparu, à Kiev, l'ordre est assuré par des groupes de self-défense. À partir de la révolution / coup d'état du Maïdan en Ukraine, les choses ont quand même pas mal tourné. Quel que soit le gouvernement, libéral ou pas, qui soit aux manettes, on dirait que ça change pas grand-chose et qu'il y a une direction qui est prise par le pays où même les grandes références du pays ont changé quoi. Genre ils commencent à effacer beaucoup plus de trucs russes, de trucs soviétiques, ils enlèvent des statues, ils changent des noms de rues et même ça c'est Slava Ukraini, vous avez tous entendu ça dans les manifs pro-ukrainiennes qu'il y a eu à Paris par exemple récemment. C'est un salut ukrainien souvent accompagné de la réponse gloire aux héros. Sauf que ils disent c'était le slogan de fascistes ukrainiens. La phrase a connu une résurgence dans les temps récents qui est devenue un refrain proéminent pendant la révolution ukrainienne de 2014. Un historien canadien écrit que le salut des nationalistes des années 40 en Ukraine a acquis un nouveau sens dans le Maïdan. Et donc c'est devenu un des slogans de l'armée depuis 2018. Donc il y a des choses qui appartenaient que à des groupes néo-nazis, il y a des groupes fascistes qui prennent place dans les institutions. Et donc par exemple la figure de Stéphane Bandera. Disons que c'est une figure de la collaboration au nazisme des années 40. C'est-à-dire que, il faut bien revoir l'histoire, l'Ukraine est une république socialiste dans les années 40, ça fait partie de l'URSS, c'est envahi par les nazis, et là il y a des groupes d'Ukrainiens qui s'organisent pour collaborer avec le régime nazi en mode nationaliste ukrainien, surtout anti-russe en fait. Eux, ils se disent des groupes de résistance dans les années 40, mais eux, c'est des résistances contre le communisme et contre les Russes. Et donc, ils s'allient avec les nazis. Et ce type, là, Stéphane Bandera, est un des leaders de ces mouvements de collabos qui sont connus pour avoir massacré des dizaines de milliers de juifs, de familles juives, en Pologne et en Ukraine. Et donc, à un moment donné, ils se sont retrouvés en concurrence avec les nazis allemands, parce que, comme disait le néo-nazi tout à l'heure, nous, on est des fascistes, on est des nazis, mais on veut faire ça à notre sauce chez nous. Mais donc, du coup, depuis la révolution entre guillemets du Maïdan, ces types sont devenus des grandes figures nationales, comme par exemple en France, on aurait De Gaulle ou Napoléon. Donc c'est quand même pas rien. Et là, je vous ai pris quelques exemples de comment est-ce que ça c'est rentré dans le paysage ukrainien en ce moment. Donc là, c'est la statue de Bandera, et dans beaucoup d'endroits en Ukraine, des statues de Bandera un petit peu partout. 15 000 juifs ont été assassinés par les bandéristes dans la Galicie de l'Est. Et sur cet endroit, maintenant, les mecs ont érigé une statue de Bandera. Encore une fois, là, il y en a une autre. Je crois que c'est à Lvov, le monument Stepan Bandera. Et donc,
Le drapeau rouge et noir, là, c'est le drapeau de l'organisation collabo de Bandera. C'est pas juste un drapeau de la résistance ukrainienne. Donc c'est une certaine référence qu'ils ont pris. Et le fait de savoir ça maintenant, revoir les images des manifs de l'époque, ça prend tout un autre sens. Une artère de Kiev rebaptisée au nom d'un responsable nazi, prudence, dit Check News du Monde. Mais en fait, c'est le cas. Cette décision a été prise, mais en 2016, bien avant l'invasion de l'Ukraine. Bon, c'est ce que je dis. Donc c'est vrai, depuis le Maïdan, il y a eu des rues Bandera, quoi. Encore une, avec toujours le drapeau de son groupe collabo. La Rada ukrainienne, c'est l'Assemblée nationale ukrainienne. Et donc, il célèbre l'anniversaire du fasciste ukrainien Bandera en tweetant une image de Zaloujny, qui est un des généraux ukrainiens là, qui pose avec un portrait de Bandera à l'Assemblée ukrainienne. Là, ils ont enlevé la statue de Nikolai Vatutin. C'était un des commandants à Stalingrad, qui a libéré Kiev en novembre 1943 des nazis. Là, on voit le maire d'une ville en Ukraine avec le portrait de Bandera derrière. Bon, là ça commence à aller loin. Là. Maintenant, on va faire un focus assez rapide sur la présence des néo-nazis de manière absolument massive dans l'armée ukrainienne. Alors, le magazine Elle s'est excusé à ses lecteurs d'avoir publié une interview d'une nazie. Ukraine, une guerre si particulière. Si les Russes rentrent dans ma ville, je tire. Si ce n'est pas moi qui va le faire. C'était une néo-nazie. Ensuite, la télé allemande montre des symboles nazis sur des casques de soldats ukrainiens. Les journalistes allemands voient ça, filment ça dans leur documentaire, et ils tiltent pas. Ah merde, en fait, ils sont peut-être pas du bon côté. Alors ça, c'est un compte de troll Poutine. Mais des néo-nazis ukrainiens bombardent Donetsk avec des munitions de l'Ouest. Et donc on voit les mecs là. Un mortier italien très précis. Et sauf que ils ont fait une pause. On voit, il a le truc bandériste là. Et là, il a une tête de mort de nazi. Le 25 juin, Sky News a publié une interview d'une militaire ukrainienne. C'est en fait une néo-nazie. Bien sûr. Alors là, le mec dit, c'est vraiment dur, on dirait, de trouver des soldats non nazis à interviewer. Lui s'appelle littéralement Adolf de la brigade SS. Підготовка максимальна і медицина, і тактика, і вогнева підготовка на вищому рівні. Тому що ми розуміємо, що Je veux bien que la guerre attire tout un tas de maboules fous de la gâchette. Ok, d'accord, ça c'est absolument normal. Mais là par contre, il y a une trend quand même folle. Hein. Postée par Jimmy, American Nationalist 100%. Waouh, il fait flipper lui aussi. Le président Zelensky, dans une interview à Fox News, admet l'existence et l'intégration du bataillon nazi Azov comme faisant partie de l'armée ukrainienne. Qu'est-ce que les Américains devraient savoir sur cette unité particulière? Azov était l'un de nombreux bataillons. Ils sont ce qu'ils sont. Ils défendent notre pays. Je voudrais vous expliquer ceci. Everything from all the components of those volunteer battalions. Tous les vieux composants de ces bataillons volontaires later were incorporated into the military of Ukraine. Ont été incorporés dans l'armée ukrainienne. Those Azov fighters are no longer self-established group. They ces bataillons Azov ne sont plus maintenant indépendants. are a component of the Ukrainian military. Ils font partie de l'armée ukrainienne. Back in 2014, there were situations when our volunteers were encircled, and some En 2014, il y a des situations où certains de ces volontaires ont été encerclés. of them did violate laws. Et certains ont violé la loi. Attends, ils donnent des excuses au massacre d'Azov. Laws of Ukraine, and they actually were taken to court and got Et ils ont été amenés au tribunal. prison sentences. Et il y a eu des peines de prison. So law is above all. Donc la loi est au-dessus de tout, d'accord? Ensuite, qui on a? Interview d'un soldat ukrainien portant un patch de la division SS. Yahoo! Et donc, qu'est-ce que c'est là? On va essayer de deviner. Ah bah, il y a une rune néo-nazie. Là. Bon, ça, faut savoir reconnaître, mais voilà. Interview d'un nazi bien connu et hooligan. Super, je parle pas ukrainien. Mais vous voyez là, sur le cœur, il a une Totenkopf nazie. Tiens, et un drapeau américain à côté, très drôle. Et ça continue, et en fait là,
On dirait qu'on peut exagérer, que c'est de la propagande pro-russe, qu'il y a forcément quelques nazis à droite à gauche, mais en fait là, il y a des tombereaux, il y en a des milliers de ces trucs, des milliers, dans tous les bataillons de l'armée ukrainienne. Il y a une vraie fusion entre les groupes paramilitaires du Maïdan et les institutions et l'armée maintenant. Alors là, c'est Pujadas dans l'émission de propagande de guerre française qui parle de l'incursion des Ukrainiens en territoire russe pendant quelques heures, il y a quelques jours. De suprémacistes. On parle de suprémacistes, on va pas parler de néo-nazis. Suprémacistes blancs, c'est le cas? Eh bien, en réalité, comme on l'affirmait dès hier, il y a bien deux groupes différents. D'abord, eh bien, en réalité, la Légion qu'est-ce que ça veut Liberté dire pour la Russie et le corps des volontaires russes. On en a parlé il y a 2 semaines. La Légion Liberté pour la Russie est directement liée à cet homme que vous allez voir, l'opposant russe Ilya Ponomarev, le seul député à avoir voté contre l'annexion de la Crimée en 2014, le seul député russe, et il a rejoint le camp ukrainien dès février 2022, constitué une armée privée qui coopère avec les troupes de Kiev. Son objectif, renverser le pouvoir de Poutine et sortir, je cite, de la dictature, et c'est ce groupe, Elle a toujours pas répondu à la question. notamment, qui aurait procédé à de nombreux sabotages de lignes de chemin de fer. Le deuxième groupe n'a rien à voir, mais il s'est allié au premier pour mener ce coup d'éclat. Il s'agit du corps des volontaires russes. Effectivement, ce groupe-là est considéré comme radical. Il abrite Radical, des suprémacistes. des suprémacistes qui arborent J'avais jamais entendu cette expression suprémaciste dit comme ça tout seul avant aujourd'hui. Hein. notamment en brassard l'insigne de l'armée de libération russe qui a collaboré avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouch, des radicaux, controversés. Son dirigeant, c'est Denis Nikitine, Denis Kapoustine de son vrai nom, Et on va en parler un petit peu plus tard. figure connue du milieu hooligan et de l'extrême droite en Russie. On estime à ce jour que le corps des volontaires russes compte une centaine de membres. Berthe. Voilà, et donc ça c'est des mecs du même bataillon qui ont attaqué la Russie là. Il fait partie du corps volontaire russe. Et on peut le voir montrer fièrement ses tatouages nazis. D'accord, une rune, des croix gammées, très bien. Des artilleurs ukrainiens couverts de chevrons nazis et suprémacistes blancs dans tous les sens. Ah bah on voit ouais, direct à droite. Ok. Le truc bandériste. Yes, on adore ces ordures. Sûrement une arme européenne, hein, je sais pas, je suis pas un spécialiste en armement, mais bon voilà quoi, c'est ces mecs qu'on arme. Ensuite, super. Il y en a vraiment, enfin, c'est infini en fait toutes ces images de néo-nazis. Qu'est-ce qui va pas avec celui-là? Oh putain. Que dire, je commence à en avoir marre. Est-ce que j'ai 300 000 onglets de ces trucs là? Parce que là, je crois que ça suffit, je crois que vous avez compris. Ok? Qu'est-ce qu'on a après? Oh, d'accord. Dans le New York Times, les mecs ont pas remarqué le logo là de la Wehrmacht. Hein, non. Hein. C'était dur à remarquer ça. Ah oui, ils sont forts aussi ceux-là. Drapeau nazi, drapeau Azov, comme vous avez vu. Et le drapeau de l'OTAN. Merci à l'OTAN pour les armes. Hein. C'est un plomb. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un de ces mecs. Misanthropique division. D'accord. D'accord. Ouais, donnez-lui des batteries de missiles, oui, très bonne idée. C'est qui eux? Rencontrer l'équipe de drones ukrainienne. Les petits logos. Ça suffit. Ah, mais je crois que c'est pas fini. Et voilà le fameux Nikitine qui a attaqué la Russie l'autre jour. Et là, on va partir dans un autre chapitre, mais qui est lié à celui-là. En quoi l'Ukraine c'est devenu la Mecque de tous les fachos du monde. Je vous traduis ce que dit le fameux Nikitine, qui appelle tous les suprémacistes blancs à rejoindre l'Ukraine pour un combat de civilisation.
Salut mes amis, salut camarades. Je suis sur un toit à Kiev. C'est ma deuxième vidéo. Je voudrais parler à tous les nationalistes qui pensent que ce n'est pas leur guerre, que Zelensky est un juif, que c'est un... Ouais, bon bref. Qui se balade en jupe, qui porte le pire des valeurs libérales, et qui voudrait juste que l'Ukraine devienne une colonie de l'Ouest. Vous avez peut-être pas tort, les gars. Il y a des marches gays ici, c'est sûr. Mais nous, en tant que nationalistes, on a une chance ici de faire quelque chose. Vous avez peut-être pas l'opportunité de faire ça aux États-Unis, ou en Allemagne, en Nouvelle-Zélande. Je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas les racines de cette guerre. Vous croyez que c'est juste une guerre entre des blancs qui s'attaquent entre eux? Les Russes blancs attaquent des Russes ukrainiens. Et pourquoi est-ce qu'on devrait soutenir ce massacre? Le fait est que la Russie, depuis plusieurs années, est devenue un état policier, physique, digital. Et l'ennemi juré de Poutine est le nationalisme. Donc si vous vous considérez un nationaliste blanc, le combat en Ukraine est votre seule chance. Il n'y a aucun autre pays dans ce monde où on peut prendre les armes et se battre pour ses valeurs. C'est pourquoi moi, Denis Nikitine, j'ai choisi la résistance. Et Nikitine est entendu par ses poteaux. Parce que depuis quelques années, l'armée ukrainienne a organisé une légion internationale pour la défense territoriale de l'Ukraine, où ils accueillent tous les étrangers possibles qui peuvent venir les aider. Évidemment, les poteaux de Nikitine vont rejoindre cette organisation. Tous les suprémacistes blancs qui veulent se battre pour l'Occident, en danger, comme le fasciste français qu'on a vu dans le documentaire de tout à l'heure, celui qui se faisait appeler Mussolini. C'est un peu ça, et ça sert de base d'entraînement pour tous les fachos d'Europe et du monde. Et particulièrement en France. Et ça vient en fait, le fait d'armer ces gens, de les financer, ça vient en fait créer un danger fasciste, le renforcer encore plus ici, dans nos pays. Donc on va faire une petite parenthèse avec cet article sur agauche.org, comme d'habitude. Chacun a son petit média préféré, moi c'est agauche.org. Et donc ça va parler de justement ces fascistes qui vont s'entraîner et se battre en Ukraine. Le leader des Zouaves Paris, en passant par l'Ukraine et l'Arménie. L'extrême droite activiste est formée. Les Zouaves Paris sont un regroupement de castagneurs, comme l'extrême droite en a toujours connu. Il s'agit ici d'une sorte de prolongement du GUD, basé à la faculté d'Assas et qui n'existe plus depuis quelques années. Pendant le meeting de Zemmour, où des gens de SOS Racisme avaient sorti une banderole non au racisme et s'étaient fait tabasser, c'était les mecs des Zouaves qui les avaient tabassés. Pour preuve, regardons ce qu'a fait le leader des Zouaves Paris. Lors de l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan au Nagorno-Karabakh, il s'est précipité là-bas du côté arménien. Il faut des réseaux pour ça, en plus d'une certaine orientation politique. Rappelons qu'Éric Zemmour a choisi justement mi-décembre un voyage en Arménie, pour tenter de présenter ce pays en souffrance comme un rempart chrétien, conservateur, nationaliste, identitaire. Donc là, il est sur Insta en tenue de guerre en Arménie. Le leader des Zouaves Paris a également fait le détour en Ukraine, rencontrant toute la mouvance néo-nazie autour du bataillon Azov. Le voici avec Olena Semeniaka, la porte-parole de ce mouvement, proposant la reconquête de l'Europe, un terme repris par Éric Zemmour. Les néo-nazis ukrainiens ont servi d'importantes plaques tournantes idéologiques pour l'extrême droite activiste française, en remplacement en quelque sorte du mouvement italien Casa Pound.
que ce soit pour la mouvance du baston social, celle des hooligans indépendants de West Casual, celle de Autour du lac basée en Haute-Savoie, là on voit plein de documentation en français d'Azov, des stickers de West Casual et des zouaves à Kiev. Là c'est un article de Mediapart qui date d'il y a une semaine. Un néo-nazi soupçonné d'avoir agressé un attaché parlementaire LFI déguerpit en Ukraine. Selon nos informations, plusieurs néo-nazis français liés à des groupuscules comme le GUD ou au groupe de hooligans Jeunesse Boulogne viennent d'arriver en Ukraine pour y combattre. Parmi eux, César A, récemment accusé d'avoir participé au passage à tabac d'un attaché parlementaire FI, un ex-militaire ayant participé à les manifestations néofascistes du 6 mai dernier. Loïc Lepriol, vous vous souvenez de cette affaire? C'est le type qui est accusé d'avoir assassiné un rugbyman argentin en pleine rue de Paris. Loïc Lepriol est issu d'une famille d'extrême droite, son père ancien parachutiste, etc., au renouveau français, début de carrière dans l'armée, acte de violence allégué à Djibouti, retour en France et militantisme. En garde à vue, il leur indique qu'il a une formation militaire et qu'il souhaite combattre en Ukraine contre l'invasion russe. Il a essayé de rejoindre l'Ukraine, je ne sais pas s'il a réussi par contre. Ça le dit pas exactement. Ces gens vont s'entraîner, comme le fameux Mussolini de tout à l'heure, dans l'Eldorado des fachos d'Europe, juste au même moment où en France, le dit cet article de France 24, du mois d'avril, une menace terroriste d'extrême droite en nette progression. L'affaire de la messagerie Français des Terres a rappelé que la menace terroriste la plus sérieuse en France était bien celle issue de l'extrême droite. Au total, les services français de renseignement estiment à 3000 le nombre de militants, dont déjà plus de 1300 qui sont fichés S. Des menaces de mort, des appels à commettre des ratonnades, des appels au meurtre, des insultes à n'en plus finir visant des étrangers. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que ça renforce le fascisme partout. Regardez ce qu'on a eu il y a quelques semaines en France. Les mêmes logos que les mecs que l'OTAN arme en Ukraine. L'ambiance est en train de changer ici. Regardez les menaces qu'il y a en ce moment. Ça fait peut-être un an ou deux. Aujourd'hui, on va tester si le gauchisme est par balle. Petit article de France Info, entraînement en vue d'une guerre civile, esprit de groupe, le survivalisme est très à la mode dans l'extrême droite française. Que ces mecs soient décriés ici, par la gauche française, en disant il y a un risque fasciste, démanteler le GUD, mais que la gauche française soit pas capable de voir le parallèle avec les mêmes mecs qu'on arme en Ukraine. Et je dis ça parce que j'ai vu des gens de ELV, j'ai vu des gens de la FI, etc. aux manifs pro-ukrainiennes en France, avec des drapeaux bandéristes. Là, on en voit 1, 2, 3, 4 là. Là, au fond à gauche, c'est Jadot. Là, devant, là, je sais pas si vous voyez le curseur, Garrido, de la FI. Et je suis sûr qu'on va croiser plein de gens de la gauche. Alors évidemment, je me doute que ces gens-là, c'était un an après l'entrée en guerre de la Russie dans le Donbass. Évidemment, la plupart de ces gens sont pas des néo-nazis, d'accord? Juste, il y a une manif où c'est écrit pour la paix, défense des Ukrainiens opprimés. Évidemment qu'ils vont venir, évidemment. Ils distribuent des drapeaux ukrainiens à tout va, et c'est parti. Sauf que ceux qui viennent avec des drapeaux rouges et noirs, là, c'est pas des clampins qui savent pas ce qu'ils font, ok? Et quand t'es un responsable politique sérieux, quand tu te présentes au présidentiel comme Jadot, ou comme Garrido, ou comme il y avait qui à ces manifs, à côté de BHL, qui est clairement un agent des États-Unis d'ailleurs. Il y avait Glucksmann, on reviendra sur lui, Dominique Sopo de SOS Racisme, Hidalgo. T'es censé savoir ce que tu fais. T'es censé savoir ce que tu fais. T'es censé avoir étudié vite fait le sujet quand même, et quand tu vois des drapeaux comme ça, tu te dis merde, attendez, soit on fait le ménage et on fait ça proprement, soit tu t'en fous en fait. Et on peut conclure évidemment sur le parallèle afghano-ukrainien, avec l'Occident prêt à armer n'importe quel maboule dangereux pour pouvoir placer ses pions géopolitiques dans le monde. On a BHL, c'est les mêmes en fait, c'est les mêmes Gus qui défendaient la fière révolution afghane contre l'oppresseur soviétique et qui voulait armer les talibans, etc. Avec le résultat qu'on a connu. Parce qu'ils s'en foutent du résultat en fait. C'est les mêmes mecs qui voulaient libérer la Libye par exemple. Ou l'Irak, genre Glucksmann qui était pour l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Pour la démocratie, pour la liberté. C'est des conneries en fait. Parce qu'après, une fois que c'est fini et que tout le monde est mort, et qu'ils ont servi de pion aux Américains, ils ont vendu quelques bouquins, et voilà, comme c'est fini. Ils rentrent chez eux, et ils retournent à la prochaine bataille, peut-être la Géorgie, peut-être Taïwan, voilà.
Et je sais que ça fait chier tout le monde de parler de ça. Simplement de parler de ça. Parce qu'on voudrait bien coller au récit facile du peuple ukrainien qui se défend contre l'envahisseur, mais tous les docus, les heures de docus que je me suis tapé pour ce stream et pour m'informer correctement, j'ai vu que des gens qui demandent la paix en fait. Et on leur propose jamais ça. On leur interdit ça même. Parce qu'il y a une bataille qui est en cours pour des ressources, pour... Et ils n'ont pas voix au chapitre du tout, ces gens qui habitent dans le Donbass et qui sont déchirés entre frères et sœurs, un cousin qui habite en Russie et l'autre de l'autre côté de l'Ukraine. Et ils se font massacrer. Et en grande partie, je dis pas que c'est entièrement ça, mais en grande partie, par l'Occident qui veut, qui arme des néo-nazis et des mecs ultra dangereux là-bas, chez eux. C'est pour ça que je suis absolument révolté à chaque fois que j'entends ah, Joe Biden a autorisé l'envoi de F-16 en Ukraine. Ah, Macron a décidé d'envoyer des canons César à ces mecs. Et on nous dit non mais on fait très attention, on va pas armer n'importe qui. C'est exactement ce qui s'est passé en Afghanistan. Les mecs sont partis en laissant des milliards d'armements. Et maintenant, c'est les talibans qui ont des Humvee américains, des lance-roquettes américains. C'est pas possible de sacrifier les gens pour des intérêts comme ça, indéfiniment. Il faut que ça s'arrête, quoi. Évidemment, cette guerre en Ukraine est beaucoup plus compliquée que ce qu'on nous dit à la télé, que ce soit à la télé russe ou à la télé française. Hein. Mais je le répète, le boulot de Désertion, c'est de dénoncer les conneries qu'on raconte à la télé chez nous et de démanteler l'appareil de guerre ici qui est tout aussi criminel que les autres. Okay, c'est notre boulot et on va le faire. Même si c'est pas marrant. Il faut arrêter de jeter de l'huile sur le feu en Ukraine. Ce que je demande les gens, c'est la paix et pas des livraisons de Charles Leclerc. Les grands-mères qui squattent depuis des mois dans les caves à Barmout ou je ne sais où, ils s'en foutent de ça. Toutes les interviews, et pas les interviews où il y a des soldats derrière qui leur disent quoi dire. Toutes les interviews, c'est arrêtez quoi, nous on s'en fout en fait de la couleur du drapeau au-dessus de la mairie.